Et pour en savoir plus sur l'Argentine, vous pouvez retrouver sur notre site internet le nouveau web documentaire consacré à ce pays. À propos d'Internet, les dernières révélations de Wikileaks il y a 2 semaines n'auraient trouvé de place nulle part ailleurs que dans le cyberespace. 391 832 documents sur 6 ans de sale guerre en Irak, sur la complicité de l'armée américaine avec les tortionnaires irakiens, sur les tortures et les enlèvements. Publier des documents des services de renseignement, est-ce un acte de haute trahison ou un rôle que les médias classiques n'assurent plus? Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est-il le Superman de l'investigation ou juste une star de l'altermondialisme qui mène sa guerre privée contre les États-Unis? Paul Moreira et Luc Herrmann ont rencontré Julian Assange et ses collaborateurs. Ils nous expliquent comment fonctionne Wikileaks. Ils ont surtout découvert que disposer de quantité de détails ne suffit pas pour établir la vérité. BBC, voici les titres à minuit. 400 000 documents secrets de l'armée américaine sur la guerre en Irak viennent d'être publiés. C'est une fuite, plutôt une inondation des centaines de milliers de documents secrets sur la guerre en Irak, publiés par le site Wikileaks. Ce que ces révélations contiennent, c'est la vérité. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Les atteintes à la vérité commencent bien avant la guerre et se poursuivent bien après la fin de la guerre. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton condamne. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la publication de tout document classé secret par des personnes ou des organisations qui mettent en danger les vies d'Américains ou de nos alliés, qu'ils soient soldats ou civils. Ce 23 octobre 2010, l'attention est braquée sur Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Dans la salle, tous les artisans du scoop sont là. Les jeunes enquêteurs, spécialistes du décryptage, les journalistes chevronnés des grands médias traditionnels et les activistes de Wikileaks. Nous avons suivi tous ceux qui, dans la coulisse, ont œuvré pour la plus grande fuite de l'histoire militaire. Voici le bunker, dans le centre de Londres. Wikileaks a trouvé un partenaire, le Bureau of Investigative Journalism, une fondation anglaise à but non lucratif qui réalise des enquêtes. Ici, pendant des semaines, dans le plus grand secret, une dizaine de journalistes et d'informaticiens ont décrypté des centaines de milliers de documents de l'armée américaine. Des documents qui n'auraient jamais dû tomber entre les mains de civils. En anglais, leaks signifie fuite et Wikileaks mise à la disposition de tous. C'est une compilation de 390 000 rapports dans une même base de données. Ce sont 6 années de guerre de l'armée américaine en Irak. Leur point de vue, ce qu'ils disaient en interne, c'est exceptionnel. Et la réalité qui remonte à la surface diffère de la version officielle. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont allés en Irak était d'empêcher Al-Qaïda de s'étendre. Mais dans les 3 premières années des rapports, Al-Qaïda n'apparaît pas. La grande guerre contre Al-Qaïda, c'est l'histoire simple que le gouvernement américain sert au grand public. En vérité, les hommes qui les combattent sur le terrain sont souvent des milices armées par l'Iran, comme l'indiquent les documents des services secrets. Bientôt,
Ces milices chiites vont aussi faire la guerre aux sunnites. La guerre civile s'installe et le chaos devient incontrôlable et extrêmement meurtrier. Le gouvernement américain apprécie assez peu que des documents classifiés soient tombés entre les mains de Wikileaks. Nous voulons qu'ils nous rendent les documents, qu'ils effacent toutes les copies, qu'elles disparaissent définitivement. Il est très rare d'entendre un porte-parole du gouvernement proférer des menaces devant une caméra. Écoutez bien. Nous leur demandons de bien se comporter, de rendre ce qu'ils nous ont volé. Mais s'ils refusent, alors nous allons devoir trouver quelles autres alternatives nous avons pour les contraindre à se comporter comme il faut. Inutile d'en dire plus. L'homme dans la ligne de mire du Pentagone, c'est Julian Assange. Il vit dans une semi-clandestinité, change de pays régulièrement et nourrit un mystère à la Matrix. Wikileaks existe dans un espace virtuel, mais aussi évidemment dans la réalité. Nous sommes une organisation internationale avec des moyens techniques, financiers et avec des gens partout dans le monde. Mais nos adresses ne sont pas publiques. On a de très bonnes raisons pour ça. Est-ce que vous possédez un téléphone portable? J'ai plusieurs téléphones portables, mais quand vous êtes dans ce genre d'affaires, il y a des procédures de sécurité que vous devez respecter pour éviter que votre mobile soit utilisé pour vous localiser. Ce sont des procédures utilisées par les services secrets ou les trafiquants de drogue. Les journalistes d'investigation ont beaucoup à apprendre de la façon dont les espions et les dealers se protègent. Quant aux paisibles journalistes qui s'associent aux gens de Wikileaks, ils apprennent à cohabiter avec la peur. Moi aussi, parfois, je me demande si je suis parano ou si je suis prudent. Dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas trop regarder les films d'Hollywood sur les journalistes d'investigation. L'histoire tient du mythe moderne. Comment, avec une poignée d'ordinateurs et quelques sources bien placées, une bande de jeunes journalistes et de programmateurs en sont-ils arrivés à devenir un cauchemar majeur pour la plus puissante armée du monde? C'est en avril 2010 que Wikileaks accède à la lumière. Et ceci grâce à une bande vidéo, un film tourné en 2007 par la caméra interne d'un hélicoptère de combat américain. Un petit film d'une grande violence, où des civils sont criblés de balles. Une opération qui laissera au moins 15 morts au sol. Ces images terribles, elles vont passer sous les yeux d'un soldat américain. Ce soldat ne combat pas. Il n'est pas sur le terrain, c'est un analyste informatique. Il traite notamment les rapports d'incidents. Et il ne supporte plus cette guerre. C'est ce soldat, anonyme, qui va transmettre la bande vidéo et peut-être les autres rapports à Wikileaks. La première fois que j'ai vu la vidéo, elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi. Je ne savais pas où ça se passait, ni quand, ni dans quelles circonstances, qui étaient ces gens. La vidéo va alors voyager vers l'Islande, une île du Grand Nord qui n'est sur la route de personne. Kristin Arnsson est un ancien journaliste d'investigation de la télévision islandaise. Il travaille pour Wikileaks. Dans le plus grand secret, ils vont constituer une cellule d'enquêteurs à Reykjavik pour décoder la bande vidéo. Julian Assange dirige l'équipe. Au bout de quelques jours, ils ont décrypté le fichier. L'action se passe en juillet 2007. Un hélicoptère Apache survole un quartier de Bagdad. Il repère un groupe d'hommes. 2 d'entre eux semblent porter des armes. Mais ils sont accompagnés de 2 journalistes de l'agence de presse Reuters, le photographe Sage Mark et son assistant et chauffeur Namir Nour Elden.
Le pilote de l'hélicoptère prend Namir et Saïd pour des insurgés. Et il décide instantanément que l'appareil photo est une arme. Un RPG, c'est de cette taille, vous savez? Probablement 5 fois plus grand qu'un objectif de 200 mm. Et là, c'est la peine de mort pour ces hommes. Quelques minutes plus tard, une camionnette noire s'approche pour porter assistance aux blessés. Le pilote demande la permission de tirer. Il y a des cadavres partout au sol. C'est alors que l'hélicoptère filme l'arrivée d'un groupe de soldats américains à pied. Nous sommes allés aux États-Unis pour retrouver l'un de ces soldats. Ethan McCord était à Bagdad ce jour-là. Il faisait partie de la section arrivée juste après les tirs sur la camionnette. Là, c'est moi. J'étais l'un des 6 soldats à pied qui couraient vers les lieux de l'incident. Sous le choc, Ethan McCord décide de prendre des photos. Ça, c'est le reporter, face contre terre, dans les ordures. On était en état de choc. Je n'avais jamais vu une telle chose. Au coin de la rue, il y avait ce qui ressemblait à 3 hommes, totalement déchiquetés par les balles de 30 mm. Ces balles font cette taille. Elles contiennent de l'uranium appauvri. Ça m'a semblé surréaliste, comme une scène d'un mauvais film d'horreur. J'ai pris une photo du garçon dans la camionnette. Au début, je croyais qu'il était mort car il avait une blessure sur la tempe et il ne bougeait pas. Quand je suis revenu dans la camionnette, il a bougé légèrement, il respirait. C'est là que j'ai crié « Le garçon est vivant! Le garçon est vivant !» Je l'ai attrapé et j'ai couru vers le char. À ce moment-là, le garçon m'a regardé. Je lui ai dit que tout irait bien, qu'il était sain et sauf avec moi. Et là, ses yeux se sont retournés. Je croyais qu'il venait de mourir dans mes bras. Il y a un médecin dans l'unité au sol. Il demande la permission d'évacuer les enfants vers l'hôpital de la base américaine.